Focus donc sur Madame Salematou Diallo. Bonjour Madame. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Bien en forme? Oui, ça va. Bienvenue sur notre plateau. Notre chaleureux plateau. On ne va pas se vanter, mais voilà. Il est très beau. Oui, merci. Je le reconnais. Oui. Vous allez bien? Oui, ça va. Bien en forme, hein? Oui, ça va ce matin. Dieu merci. Yeah. Alors, vous êtes une femme d'impact dans le secteur minier guinéen. Déjà, je vais lire quelque chose sur vous et vous allez écouter. Okay. Diplômée en maîtrise en commerce au Maroc, Madame Salematou Diallo décide de rentrer en Guinée en 2011 après ses études à l'école de haute études commerciales, la HEC à Rabat, pour mettre ses compétences au service du développement de son pays. Elle commence sa carrière chez Orange Guinée en tant qu'assistante en management de la qualité. Grâce à son leadership éclairé, elle joue un rôle clé dans l'obtention de la certification ISO 9001 à l'entreprise. En 2015, elle devient chef de division qualité et management des risques avant de décider d'explorer un nouveau défi, le secteur minier. Elle rejoint alors Guinée Alumina Corporation en tant que spécialiste risque et contrôle interne. Son ascension y fut fulgurante. Après le lancement des opérations en 2020, elle est promue manager d'abord en projet contrôle, puis en responsabilité sociale d'entreprise, la RSE, poste qu'elle occupe actuellement. Donc, Madame Salematou Diallo, membre du conseil d'administration de l'ONG Women and Mining, milite activement pour, en plus, une plus grande inclusion dans l'industrie minière à travers la promotion de l'éducation, la santé et le bien-être, à l'appui à l'autonomisation des femmes. Selon elle, plusieurs mesures doivent être mises en place pour favoriser l'ascension des femmes dans le secteur. Donc, elle va parler de ces mesures sur ce plateau. Donc, Madame Salematou, c'est juste une femme qui joue un rôle clé dans l'initiative comme l'éducation des filles. Elle va en parler tout à l'heure, son parcours, en tout cas, il est imminent. On va tous l'écouter. Alors, c'est bien vous, hein? Vous êtes dans les mines, vous appartenez à une ONG. En tout cas, bravo. C'était quoi le déclic? Pourquoi d'abord choisir ces études pour enfin revenir en Guinée? Vous avez fait quand même un long trajet, faire les études, revenir en Guinée, travailler pour Orange et ensuite dans un secteur minier. Merci beaucoup, Kadi. Merci pour cette invitation. C'est un privilège d'être sur ce plateau de Kadi FM. Alors, je rappelle juste, oui, effectivement, c'est Salematou Diallo, Madame Diallo. Je suis mère et mariée. Mariée et mère de 3 enfants. D'accord. Et j'ai fait tout mon parcours scolaire, je dirais primaire et secondaire en Guinée. D'accord. J'ai eu mon bac en 2006 au lycée Sainte-Marie de Dixine. Et juste après, je suis partie au Maroc pour continuer mes études universitaires. Mon père, à l'époque, a jugé utile d'être dans un pays... je dirais, qui avait les mêmes valeurs religieuses en fait que la Guinée. En tant que première, je suis sa première fille. D'accord. Et une première sortie, c'était pas évident, donc le choix a été rapidement fait. Oui. Donc voilà, j'ai été au Maroc et j'ai intégré une école de hautes études commerciales HEC et j'en suis sortie avec une maîtrise en commerce. Alors moi, depuis toujours, je voyais un peu, mon père est un enseignant, je suis issue d'une famille enseignante. Et j'ai eu le privilège, lorsque j'étais au primaire, au collège, pendant les vacances, de faire un petit tour avec mes parents en zone rurale. Et je voyais l'extrême précarité, la pauvreté, en fait, vu qu'il était dans l'éducation. On partait dans des écoles, dans des villages. Et pour moi, ça ne faisait pas de sens qu'on m'enseignait à l'école que la Guinée était un scandale géologique. Oui. C'est un pays riche en ressources minières et minérales. Et qu'en même temps, on ne le sente pas, en fait, dans le quotidien du Guinéen. Donc, très tôt, à l'université, je savais que j'allais rentrer juste après, pendant que mes amis avançaient, continuaient en France ou aux États-Unis. Moi, j'ai décidé de rentrer juste après mon diplôme pour rentrer et mettre en fait mon savoir au service de mon pays. Donc c'est tout l'intérêt qui m'a motivé à rentrer et puis de servir les organisations que
Super. Et dès que vous êtes rentrée, c'est Orange qui a repéré votre talent ou comment ça s'est passé? Alors, j'avoue que quand je suis rentrée, j'ai juste demandé à mon père à l'époque de me donner de l'argent pour imprimer mes CV et puis le transport. Alors, j'ai distribué un peu partout mon CV et c'est comme ça que quelqu'un a repéré mon CV du côté de Orange parce que je l'ai déposé, par exemple, aujourd'hui. Le lendemain, ils m'ont appelé parce qu'ils cherchaient une assistante qualité. Donc, j'ai passé les entretiens, mais j'avoue qu'au début, je ne voulais pas intégrer parce que je faisais un stage ailleurs. Ah, d'accord. Mais bon, au fil du temps, j'ai fini par céder au bout d'un mois. Et est-ce que vous avez aimé? Est-ce que quand vous vous êtes intégré, est-ce que vous avez... Je ne regrette pas. Pas du tout. Je ne regrette pas d'avoir commencé par Orange. Franchement, ça a été pour moi une suite de l'école marocaine. Donc, c'était vraiment un grand groupe avec des standards très élevés. Oui. Alors, pour moi, c'était vraiment une seconde école et ça m'a formée, ça m'a forgée. Et j'ai vu mon évolution, en fait, dans cette entreprise qui m'a bâti, en fait, sur le leadership dès le départ. J'en suis fière d'être là où je suis aujourd'hui. En tout cas, Orange, j'ai d'ailleurs reçu sur ce plateau aussi une dame qui a fait Orange, qui disait que n'eût été, les compétences qu'elle avait acquises au sein d'Orange, aujourd'hui dans le secteur, elle ne sera pas tellement calée. Donc je me dis que c'est vrai avec votre témoignage aussi, ça c'est super alors. Moi, j'ai une petite histoire, en fait, c'est-à-dire on est tellement stressé, on travaille, on court pour l'atteinte des objectifs. On est très méticuleux dans ce qu'on fait. Alors, quand j'ai intégré le secteur minier à travers GAC, je me rappelle ma directrice d'alors, qui est Issata Beyavougui, l'actuelle présidente du conseil d'administration de Women in Mining, que je salue au passage. Chaque jour, je venais dans son bureau pour dire qu'est-ce qu'on fait. C'est quoi le plan de la journée, c'est quoi le plan de la semaine. Et je revenais, je lui envoyais un email pour lui dire aujourd'hui, voici ce que j'ai fait. Et demain, c'est quoi le next step, etc. Donc, au bout d'un mois, elle m'a observé et un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, Sally, tu sais quoi? Les projets miniers ne sont pas comme les télécoms. Les télécoms, On peut rester 5 ans, 10 ans en phase projet ou phase exploration. On réduit un peu la cadence. Et vous étiez tellement habitué au stress. Bon, ça vous a forgé. Ça m'a permis d'être vraiment résiliente. Donc, ce qui fait que si je retombe dans un environnement stressant ou avec beaucoup de pression, en tout cas, je suis prête à le surmonter, je saurais le gérer. Que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit dans ma vie professionnelle, c'est quelque chose c'est une chose à laquelle je suis prédisposée à gérer très naturellement. En tout cas, c'était une bonne chose de commencer par Orange, qui est un milieu stressant, et après aller embrasser un domaine minier. Parce que si c'était le contraire, voilà, un domaine minier où c'est moins stressant qu'à Orange, franchement, vous aurez... D'accord. Alors, parlez-nous de l'ONG. Women in Mining. Oui. Alors, Women in Mining est une association à but non lucratif qui est dédiée en fait à la promotion du développement et du leadership des femmes dans le secteur minier. Donc, elle a pour vision naturellement d'améliorer les conditions des femmes. Je dirais la condition des populations guinéennes de façon générale et en particulier les femmes dans le secteur minier. Mais lorsqu'on parle des femmes, c'est de façon inclusive. C'est vraiment les femmes salariées, c'est les femmes entrepreneurs, mais aussi c'est les femmes de la communauté qu'on ne laisse pas en marge. Donc, c'est un peu cela, notre vision. Et aussi, nous avons 3 axes stratégiques sur lesquels nous travaillons énormément à travers les comités, les différents comités que nous avons mis en place. Le premier axe, c'est vraiment d'augmenter la représentativité des femmes dans les instances de décision. C'est extrêmement important pour Women in Mining de travailler cet aspect parce qu'il y en a très peu et pour nous, c'est notre cheval de bataille. Après, le second, c'est vraiment la promotion de l'autonomisation des femmes et en dernier lieu, c'est de travailler notre visibilité parce qu'on est resté un bon nombre d'années où Women in Mining n'était pas connu du grand public et aujourd'hui, on revient en force depuis 2 ans et on essaye de mettre en lumière toutes les bonnes actions que nous menons et aussi de collaborer, bien entendu, avec les partenaires du secteur, les entreprises minières, mais également
ministères de tutelle, nos ministères de tutelle, je dirais, oui. qui sont le ministère des Mines et aussi le ministère de la promotion féminine, Et de l'enfance et des personnes vulnérables. D'accord. Donc, c'est un peu cela, Women in Mining, pour vous et pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas. D'accord. Women in Mining, ça fait longtemps que c'est sur le terrain? Alors, Women in Mining a été créé en 2014 pour la première fois. Et puis, voilà, depuis lors, la première présidente était l'honorable Zainab Kamara. Et ensuite, elle a passé le flambeau à l'actuelle présidente du conseil d'administration qui est Aissata Beavogui. Et nous avons, là c'est au niveau national, on existe, mais on est quand même affilié à Women in Mining West Africa et aussi à Women in Mining Africa. Ça veut dire qu'on est fortement impliqué et on travaille en réseau. C'est aussi cela, Women in Mining. C'est vraiment ce réseautage national et international pour voilà, copier les bons modèles, partager les expériences. Donc, si je comprends, Women in Mining existait déjà dans d'autres pays et après on l'a instauré en Guinée. Tout donc, à fait. Comme beaucoup d'institutions. Hein? Tout à fait. Super. Ça existait au Ghana, en Côte d'Ivoire, à UK. Ça, c'est hors de l'Afrique. Mais oui, il y avait pas mal d'organisations WIM sur le continent africain avant qu'on ne décide de créer le nôtre. D'accord. La nôtre. Et aujourd'hui, c'est quoi son impact réellement? Est-ce que vous avez des chiffres? Oui. Alors, l'impact va être un peu difficile à mesurer, il faut le reconnaître, parce qu'on a eu, quand ça a été créé en 2014, c'était en plein période d'Ebola. Oui. Alors, c'était pas évident à l'époque, et je n'étais pas aussi du secteur. Mais après, il y a eu un rebondissement à partir de 2020, si je m'abuse, lorsque la présidence a été changée. Et puis, bon, en 2020 aussi, il faut reconnaître qu'on était dans l'épidémie de COVID-19. De COVID-19, justement. Et voilà, ça a été repris, mais silencieusement. Silencieusement, et c'est seulement en 2022 que nos actions, qu'on a réellement concrétisé commencé à faire quelque chose sur le terrain avec des partenaires comme Rio Tinto, que je salue au passage, qui a été l'un de nos premiers partenaires, et aussi GAC et CBG, qui ont suivi aussi, qui ont emboîté le pas, et puis bien d'autres partenaires aussi, comme la Fondation Djamila. Donc, comme action concrète, on n'a pas encore évalué l'impact de nos actions parce qu'il faut les poser et puis attendre 1 ou 2 ans pour repasser et évaluer. Mais il faut reconnaître qu'on a réalisé pas mal d'actions, pas mal d'initiatives en faveur, par exemple, du montage et de la gestion des projets. Ça, c'est très récent d'ailleurs, en 2025, où on a mené cette campagne de formation du côté de Kamsar. Et il est prévu qu'on le fasse aussi à Boké et Sangaredi pour former au total 300 jeunes filles pour les préparer en fait au montage de leur propre projet. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de l'employabilité, nous avons 2 volets. C'est soit travailler pour une entreprise ou travailler pour soi. Alors, on aimerait que davantage de femmes soient entrepreneurs et qu'elles puissent développer en fait cette autonomie financière, cette confiance en soi pour lancer leur propre business. Donc, ça, c'est l'une des actions que nous avons menées. Mais aussi à travers le projet Simandou, qui se trouve le projet de tout le monde, là. C'est le projet de toute la Guinée. On a aussi mené une vaste campagne de sensibilisation et d'information auprès des femmes locales dans les régions de Farana et de Kankan pour les informer en fait des infrastructures futures qu'elles vont abriter en fait dans ces régions. Donc c'est important de les préparer et aussi de savoir comment elles peuvent participer pleinement à ce projet en tant que femmes entrepreneurs du pays. D'accord. Voilà. Et vous, de votre côté, c'est parce que vous êtes naturellement dans le domaine minier que vous avez intégré le WIM, ou on dit la WIM ou le WIM, hein? Comme c'est une association, la WIM. La WIM, oui, c'est ça. Yeah. Donc, est-ce que c'est parce que vous êtes naturellement dans un domaine minier que vous avez intégré la WIM? Alors, c'est une très bonne question. Elle est très pertinente et ça va permettre d'éclairer aussi la lanterne des téléspectateurs.
comme je le disais, on a eu des restructurations. Et en 2023, on a réfléchi. Avant, c'était les membres, c'était volontaire qu'un employé du secteur minier, il faut d'abord être du secteur minier pour intégrer Women in Mining. Donc, c'était individuel. Alors, quand nous sommes venus, on s'est dit non, ça va être très difficile à gérer les cotisations par-ci, par-là. Alors, on s'est inspiré d'autres modèles de WIM qui marchaient bien et on a approché les entreprises minières pour qu'elles soient membres de Women in Mining. Oui, ça sera plus facile d'ailleurs. C'est plus facile à gérer avec les compagnies minières. Et du coup, dès qu'une compagnie minière est affiliée à Women in Mining, automatiquement, son personnel féminin est membre de Women in Mining. Donc, ils bénéficient, si on a des formations gratuites ou des programmes en fait dédiés. Des avantages. Exactement, ils en bénéficient. Donc, c'est un peu ça le principe. Et moi, personnellement, j'intègre Women in Mining en tant que représentante de GAC, Guinea Alumina Corporation, au conseil d'administration de Women in Mining. Donc, comme je vous le disais tantôt, ce sont les compagnies qui sont membres. Et à date, nous avons GAC, naturellement, que je représente. Nous avons Rio Tinto qui siège. Nous avons CBG. Nous avons la SAG récemment qui a intégré. Et nous avons aussi les ministères tutelles dont je parlais. Le ministère des Mines. De la promotion féminine. Le ministère de la promotion. Justement. Donc, voilà. Et aussi la Chambre des mines. Voilà. C'est important. Faut pas oublier, hein. Faut pas oublier. Non, là, c'est bon. Pour l'instant, c'est bon. Ce sont les partenaires actuels et qui sont membres du conseil d'administration de Women in Mining. Et ça se passe bien. C'est excellent. L'organisation, tout ça. Franchement, c'est des profils chevronnés que nous avons au sein du conseil d'administration. Donc, chacune de nous vient avec son expertise, son expérience. Et nous sommes des bénévoles, on travaille. Et vu qu'on est passionné par ce que nous faisons, alors naturellement, on donne tout à Women in Mining. Et aussi, ça nous facilite en fait ce réseautage, ce partage d'expériences les unes des autres, indépendamment de de nos entreprises, mais on est dans le même secteur, donc on a très souvent les mêmes défis. Alors, ça fait un partage d'expérience, on apprend des unes et des autres. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, qui ne suis pas dans le domaine minier, est-ce que je peux intégrer? Non. Non, justement. C'est une association qui est dédiée, mais par exemple, peut-être la société civile, oui, peut l'intégrer. Oui, la société civile, parce que ça va un peu de pair, quoi. Exactement. Oui, mais en tant que conseil d'administration, c'est vraiment le secteur minier. Le secteur minier. Mais après, dans les événements que nous organisons, mais bien sûr, la porte est ouverte à tout le monde et c'est ouvert à d'autres secteurs pour être sponsor aussi des événements. Donc, c'est un peu cela pour le moment. Super. Et dans votre domaine d'activité, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? En tant que WIM ou... Déjà, on va dire en tant qu'appartenant à la GAC. Ok, sur mon parcours. Oui, sur votre parcours. Peut-être on peut dire, ok, les défis que j'ai eu à rencontrer dans mon parcours, c'était pour moi un défi. En intégrant le secteur d'abord, c'était le défi de la barrière de langue. C'est ça. Ça a été le premier défi auquel j'ai fait face parce que dès l'entretien, il fallait le faire en anglais. Alors, je ne vous le fais pas dire, hein, j'ai biché mon petit résumé de CV. Et après, quand on m'a demandé... Il y a plusieurs personnes qui se reconnaissent dedans. Quand on m'a demandé de continuer l'entretien en anglais, je me suis excusée parce que je me sentais plus naturelle en français. Donc, je ne comprenais pas du tout la langue anglaise. Et dès les premiers jours que j'ai intégré, en tant que responsable du risque et du contrôle interne, il fallait travailler. C'était une activité nouvelle pour GAC à l'époque. C'était la première fois qu'on avait cette position au sein de l'entreprise. Alors, il fallait travailler avec les chefs de département, les directeurs, etc. Et en phase projet, on avait beaucoup d'expatriés qui travaillaient sur le projet. Alors, je ne comprenais pas du tout avec ces expatriés, c'était un blocus pour moi. Alors, je me suis défiée de parler la langue anglaise. Alors, je me suis mise au cours. L'entreprise m'a mis à disposition un prof d'anglais. J'ai fait 3 mois de langue anglaise. Je prenais 2 heures de mon temps libre, c'était la condition. Oui, alors, je rentrais plus tard que le temps conventionnel que j'avais au travail.
Et j'ai eu la chance d'avoir aussi un mari très compréhensif et qui m'a laissé en fait poursuivre mon bout de carrière. Alors j'ai fait 3 mois de langue et après il fallait intégrer un environnement anglophone voilà, dans lequel je me sentirais beaucoup plus challenging pour apprendre rapidement et pouvoir délivrer rapidement le travail qui m'a été confié. Alors c'est comme ça j'ai intégré, je suis partie aux Émirats Arabes Unis grâce au comité de direction qui m'a fait confiance, le comité de direction de GAC, qui m'a envoyé à la maison mère de EGA pour non seulement étudier l'anglais, mais également pratiquer la langue dans le quotidien, dans le domaine professionnel. D'accord. Donc j'ai été pour 5 mois à Dubaï, où je prenais des cours et puis ça a été extrêmement douloureux, extrêmement difficile. Pendant 5 mois, j'avais des maux de tête, j'avais des céphalées tous les jours parce que le cerveau absorbait en continu. Il fallait apprendre quelque chose de nouveau. Alors ça mettait une pression forte sur mon cerveau. C'était trop. Au bout de mois, j'ai failli craquer parce que je me sentais comme un mouton au milieu du bétail. C'est ça. Alors, vu que c'est un objectif que je m'étais fixé, alors je me suis dit, Sally, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Et j'avais le soutien indéfectible de la directrice générale de l'époque, toujours Aïssata, qui me dit, tu vas y arriver. J'ai confiance en toi. Alors, j'ai poussé comme ça et j'ai quitté au bout de 5 mois. Et je suis rentrée en Guinée. Je reviens en Guinée, je reprends le travail de gestion des risques avec les équipes. Alors, on convoque une première réunion avec le comité de direction et c'était en anglais. Alors, la directrice qui m'avait fait confiance, Aïssata, était là. Et du coup, toute la discussion s'est faite en anglais. Et elle n'avait plus besoin de traduire quoi que ce soit. Et puis, c'était interactif. Au bout de 30 minutes, elle a interrompu la réunion. Elle a dit, I'm proud of her. Je suis fière d'elle. Je suis fière d'elle. Et du coup, tout le monde a dit, et elle a raconté l'histoire. Et bon, c'était des applaudissements. Et du coup, elle a pris ma main, on a sillonné dans tous les bureaux. Elle parle anglais. Elle parle anglais, oui. Alors, c'est important, en tout magique. cas, dans ton milieu de travail, d'avoir une personne qui a confiance en toi. C'est extrêmement important. Et moi, j'ai eu cette chance dès le début de ma carrière, que ce soit dans les télécoms ou dans le secteur. J'ai toujours eu, dès le départ, quelqu'un qui me fait confiance, qui voit un potentiel et qui m'accompagne. Et du coup, c'est vraiment à saluer. Je salue vraiment Aïssata Beavogui de passage parce qu'elle m'a fait confiance. Et vous retrouvez aussi dans le même... On se retrouve et aujourd'hui, on n'est plus dans une relation hiérarchique, mais après, on est là, on collabore ensemble et voilà, on se partage les expériences. Je pense qu'elle est fière aussi de ce que je suis aujourd'hui. Et voilà, je continue à le travailler, mais ça a été, moi, mon défi principal quand j'ai intégré le secteur. L'anglais. C'était la communication, parce que c'était une barrière pour moi. Ouais. Yeah. Et vous êtes bien en sortie, en tout cas. Je pense. Oui. Très bien. Je pense. Dans tout ce que vous faites, qu'est-ce que vous aimez réellement? Quand vous vous asseyez, c'est que c'est dur, des fois vous vous dites, c'est dur, mais ce pourquoi je suis là réellement, qu'est-ce que vous aimez dans ce que vous faites? Dans mon travail? Oui. Moi, je pense que je suis humaine de nature. Je suis humaine de nature, ça fait partie de mes valeurs intrinsèques. Alors, lorsque je travaille pour une communauté donnée et que j'aide quelqu'un à avoir mieux, à se développer personnellement ou professionnellement, à ne plus dépendre de quelqu'un, mais plutôt que d'autres dépendent de cette personne. J'ai un sentiment de réussite, en fait, de ma mission en tant que citoyenne, en tant qu'une personne humaine, en fait, qui porte secours, qui aide, qui vient à l'aide d'autrui. Donc, pour moi, c'est tout simplement voir les autres émerger, voir les autres autonomes, indépendants financièrement, s'épanouir, en fait, dans leur vie. Dans leur vie, dans leur travail et s'épanouir, même dans la vie, à travers leur travail. Exactement. Pour moi, je considère, quand j'arrive à ce stade, je considère que j'ai réussi ma mission. Accomplie. Mission accomplie. Voilà, comme on le dit. C'est ça.
En tout cas, toutes les personnes avec qui vous avez travaillé peuvent être fiers de vous, en tout cas. Hein? On va les inviter sur ce plateau. Oui, en tout cas, ce sera un plaisir de les accueillir sur ce plateau. Alors, dites-moi, les difficultés que vous avez rencontrées à la WIM. Alors, les difficultés, comme je le disais, au moment de la création, c'était en pleine épidémie. Et vous avez intégré en quelle année? Moi, j'ai intégré très récemment en 2023. 2023, d'accord. 2023. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, l'un des défis, c'était le défi de financement. De financement, d'accord. WIM, c'est des bénévoles qui y travaillent. C'est des gens qui ne sont pas payés. Et lorsqu'on organise des activités, ça demande quand même un certain financement pour assurer en fait la qualité des activités. Alors, il était important de se pencher sur la question de partenaires techniques et financiers. Alors, c'était le premier défi qu'on a trouvé sur la table et qu'on a résolu avec la restructuration du conseil d'administration et aussi la signature des accords, par exemple, avec la Chambre des mines qui nous soutient techniquement et financièrement. Et on va continuer avec les autres organisations afin qu'elles puissent accompagner financièrement Women in Mining, afin qu'on soit beaucoup plus solide, beaucoup plus stable et qu'on puisse établir des plans stratégiques beaucoup plus soutenus pour impacter davantage de femmes dans le secteur. C'est ça. Dans 10 ans, vous vous voyez où? Women in Mining? Dans 10 ans, peut-être que, je pense il y aura l'alternance. On ne serait pas là, on laissera d'autres figures reprendre le flambeau. Tout à fait. C'est extrêmement important de diversifier en fait les profils. C'est ça. On sert à un moment donné, on se retire et puis on laisse la nouvelle génération aussi continuer. Et puis dans 10 ans, je serai tout simplement fière de voir l'impact des formations, l'impact des programmes que Women in Mining aurait et l'impact de voir des champions, des championnes nationales émerger en fait du travail de Women in Mining. Je pense qu'on pourrait prendre une retraite bien anticipée et être fier de ce qu'on accomplit. Tous les membres du conseil d'administration d'ailleurs, que je salue au passage, qui nous suivent certainement depuis leur bureau. En tout cas, depuis leur bureau, depuis là où ils sont, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre le café, en tout cas. Coucou. Donc, dites-moi, et vous, dans votre vie, dans votre propre réussite, dans 10 ans, vous voyez où? Alors, dans 10 ans, je me vois indépendante. Indépendante parce que j'estimerais avoir accompli 20 belles années de carrière. Je souhaite être à mon propre compte, être entrepreneur. J'aime beaucoup l'agriculture. J'ai vraiment la passion et l'amour de la terre parce que on a une terre fertile. Bien sûr. Et ça me choque de voir qu'on importe des légumes, des fruits des pays voisins, alors que c'est des pays arides et que nous sommes gâtés par la nature. Il pleut abondamment, la terre le sol et le sous-sol sont riches. Et qu'on ne puisse pas produire localement. Déjà, c'est en Guinée, vous voyez. Qu'on ne puisse pas assurer la sécurité alimentaire. Sur les tôles, ça pousse. Mais quand je dis que ça pousse vraiment sur les tôles. Tout à fait. Oui, donc, et pourquoi importer? Pourquoi importer? Il faut travailler. Je prépare petit à petit ce plan de sortie, pour me lancer à mon propre compte dans l'agriculture, mais aussi à mener des consultances au niveau national, au niveau international. Pourquoi pas, mais pas des activités à temps plein en ce moment, parce que j'aimerais bien prendre soin de ma petite famille et profiter aussi des 20 ans de carrière bien que j'ai à faire. Sinon, c'est quelqu'un d'autre qui profitera de cela. C'est ça, effectivement. Voilà, c'est un peu ça mon plan. Mais après, ça reste dans les mains de Dieu. Ça reste dans les mains de Dieu. En tout cas, on le laisse gérer. Ouais. Aujourd'hui, quand vous vous asseyez et que vous pensiez, Salimatou de 18 ans, qu'est-ce que vous lui direz? Alors, la Salimatou de 18 ans, 18 ans, j'étais déjà, je faisais mon bac. Et voilà, je connaissais déjà le secteur minier. J'entendais parler parce que je m'informais beaucoup, vu que mon père était enseignant, éducateur. Donc, c'est des sujets d'actualité qu'on abordait. Et
À l'époque, malheureusement, on entendait, c'était vraiment un métier, un secteur dédié aux hommes. Oui. C'était un secteur carrément, on n'avait quasiment pas de repères, de références féminines oui. dans ce domaine, ou même s'il y en avait, les réseaux sociaux n'étaient pas ce que c'était, ça l'est aujourd'hui. Alors, il n'y avait pas d'information, il n'y avait pas de communication forcément. On n'avait pas de repères, on ne savait pas. Donc, celles qui étaient dans l'ombre. Certainement. Donc, pour moi, c'était un challenge personnel de faire partie, en fait, du secteur qui tire l'économie de mon pays et surtout un secteur qui est dominé par les hommes, où on n'entendait pas parler des femmes. Du tout. Donc, pour moi, c'était un challenge. À 18 ans déjà, c'était un challenge d'intégrer ce secteur et j'en suis fière aujourd'hui d'avoir... de mon parcours et d'être arrivée là où je devais être. Pour moi, c'est extrêmement important qu'on ne se fasse pas raconter, mais plutôt qu'on soit dans le futur celles qui vont raconter en fait l'histoire de ce domaine. Je suis contente d'être parmi les hommes et j'espère tirer beaucoup d'autres femmes. Beaucoup d'autres, hein. Vous allez tirer beaucoup d'autres femmes. Ça fait partie de notre combat. Oui. C'est une solidarité féminine. Les hommes n'aiment pas l'entendre, mais c'est une discrimination positive. Positive, justement. Et ça les dérange encore quand on rajoute le mot positive. Mais c'est Après, ça. ils se disent, il y a quoi de positif dans ça? Non, mais pour moi, je trouve que c'est positif parce qu'on est une population quand même à majorité. Ok, les hommes, oui. Plus de 50% de la population. Plus de 50% de la population, il faut le dire. Plus de 5, c'est des femmes. C'est des femmes. Alors, pourquoi les femmes sont sous-représentées? Ce n'est pas seulement dans le secteur minier, c'est dans la vie courante de façon générale. Les femmes sont sous-représentées. Ce n'est pas normal, il faut qu'on travaille cette parité. On ne donne pas à la femme pour donner, mais c'est de développer un potentiel, de développer leur confiance en soi et de leur donner la chance d'y arriver. C'est extrêmement important qu'on arrive à cette parité, sinon, à la longue, on arrivera à une pénurie d'hommes. C'est ça. Comme ça a été le cas lors de la Seconde Guerre mondiale. On a recruté des hommes, dans le secteur. Il n'y avait plus d'hommes. Ouais. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ils étaient obligés de recruter les femmes pour la première fois de l'histoire qu'on recrute les femmes dans le secteur minier. Alors, ils ont travaillé pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand la guerre est finie, la restriction a été reprise. Les femmes ont abandonné, enfin, on les a retirées de leur activité pour retourner à la maison. Parce que c'était assez clair pour les gouvernements, pour les entreprises. C'est que c'était juste un laps de temps. C'est la reproduction. Les hommes, c'est la production. Donc, le monde était... les travailleurs étaient divisés, en fait, voilà, dépendamment de leur genre. Oui. Donc, vous comprenez, en fait, que depuis toujours, la femme a été absente du secteur minier. Des instances de décision, déjà. Tout à fait. Oui. Donc, ça fait un retard. Mais aujourd'hui, on commence à en parler. On commence à mettre des actions concrètes. Les gouvernements y travaillent beaucoup. J'aime beaucoup prendre l'exemple de la Namibie, pour moi, qui est vraiment un très bel exemple de leadership féminin et de parité homme-femme. Vous avez un gouvernement ministériel qui est à parité homme-femme. C'est à part égale. Oui. Et tous les vice-ministres sont du sexe opposé du ou de la ministre. Ah, d'accord, oui. C'est-à-dire, si la ministre est une femme, son vice, c'est un homme. C'est un homme. Oui. Donc, pour moi, c'est un bel exemple de parité que beaucoup de gouvernements, en fait, devraient suivre pour éviter la pénurie et d'avoir une gestion intégrée de ses propres ressources humaines du pays. Et on se sentirait beaucoup plus en société. Et on verra en fait l'équilibre du point de vue social parce que c'est toujours à la recherche de cet équilibre qu'on fait bien les choses. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est quoi pour vous une femme leader? Une femme leader, pour moi, je la définis comme étant une personne qui se nourrit de conviction. C'est-à-dire, il faut d'abord commencer par chérir un rêve. Une femme leader, très tôt, elle sait où elle veut aller. C'est ça. Et deuxièmement, elle se forme, elle se cultive, elle travaille sa confiance en soi et elle excelle dans son domaine. Mais pour moi, le leadership, ce n'est pas l'excellence de la personne, du leader même, mais c'est notre capacité
à faire briller ceux qui sont autour de nous. Ceux ou celles qui sont autour de nous ou ça. sous nous. Donc pour moi, c'est cela le leadership. Un bon leader, c'est celui qui atteint ses résultats avec son équipe, avec une équipe, qui met en avant son équipe lorsqu'il le faut, et lorsque l'équipe est en faute, qui endosse la responsabilité devant les autres, mais qui travaille en fait ses lacunes, ses difficultés en interne, et qui construit, son équipe de sorte que l'entreprise ou l'entité ne dépende pas de ce leader. Et pour moi, le leader, c'est tout simplement quelqu'un qui donne l'exemple et qui, très souvent, se met en retrait et parle en dernière position pour ne pas influencer les avis ou les idées des autres. Parce que très souvent, quand un leader parle, il a tout dit. Il a tout dit, même si vous n'êtes pas aligné. Vous gardez votre point de vue. Alors que quand on laisse les gens s'exprimer, très souvent les très bonnes idées émergent en fait de ces discussions. Et après, lui, il prend la meilleure idée et il conclut. Donc, c'est cela le leadership. C'est notre capacité à façonner les autres à ce qu'ils soient plus que nous ou comme nous. Vous pensez que vous êtes une femme leader? Ça, c'est une très bonne question. C'est très difficile de parler de soi. De soi, oui, mais il faut le dire en tout cas. C'est très, très difficile de parler de soi. Je pense que je ne le réalisais pas jusqu'il y a 2 ans, que je suis perçue comme un leader, un exemple dans mon domaine. J'inspire beaucoup la confiance parce que je connais mes valeurs intrinsèques. Je suis une personne intègre et très humble. Alors, je n'hésite pas une seconde à aider, à pousser, à accompagner sans contrepartie. Donc, de par le retour que j'ai des personnes que j'accompagne, oui, je peux m'estimer être leader et pouvoir aider davantage. Oui. En tout cas, ça c'est super bien. Hein? Chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, si vous venez de nous prendre en cours, en tout cas, on est avec notre invitée du jour, Madame Salimatou Diallo. Nous allons aller avec la deuxième phase de ce grand entretien qui est le confessionnal tout à l'heure après le générique. Le confessionnal, c'est des questions un peu plus particulières. À mon note du jour, Madame Salimatou Diallo, qui vous êtes à la maison? Alors, à la maison, je suis une femme mariée qui retire en fait son manteau de manager ou de leader et qui est cette femme qui joue son rôle et ses responsabilités de femme à la maison. Donc, voilà, je m'occupe de mes enfants, de mon mari. Je fais en sorte de finir toujours mon travail professionnel avant le retour de monsieur à la maison. J'essaie vraiment d'équilibrer et d'avoir ce petit temps personnel les soirs avec ma petite famille et le matin me concentrer sur le travail. Donc, je suis celle-là qui fait le repas. Je suis sûre que beaucoup... la plupart de mon entourage se dirait qu'elle ne cuisine pas, elle ne travaille pas, elle ne range pas. Et c'est le stéréotype en tout cas de toutes les femmes aujourd'hui qui ont... Je pense que pour les gens, quand on est leader, quand on a un certain niveau de responsabilité dans la société de façon générale, on est sur nos chevaux et qu'on est intouchable. Moi, je reste convaincue que je ne suis pas de cette personne. Je reste très, très accessible et je respecte mon mari. Je respecte ma famille et personne ne sait déjà dans ma famille ce que je fais. Si je suis boss ou pas, ça passe inaperçu, sauf quand on me voit à la télé ou à la radio. Voilà, que les gens se posent des questions. Mais qu'est-ce que tu fais? Donc, voilà, je suis cette femme qui fait ses tâches ménagères à la maison. C'est ça. Mais quand même, il faut reconnaître qu'on a une vie très, très équilibrée à la maison et qu'on essaye d'inculquer à nos enfants cette notion d'égalité. Ce n'est pas les femmes à la cuisine, le garçon non, qui du joue. tout. Hein? Mais mes filles et le petit garçon, on joue tous ensemble au football dans mon salon. Mon salon, c'est le meilleur terrain de foot qu'on puisse avoir, malgré qu'on soit au 2e étage. Donc, voilà, on joue ensemble, on fait la cuisine
cuisine ensemble avec le petit garçon. Et voilà, on cultive cette diversité au sein de notre petite famille pour voilà, donner le meilleur de nous-mêmes et qu'on soit un bel exemple pour les enfants. Et partager un bon moment avec sa famille, c'est important. C'est important. Quel est le mot que vous aimiez dire à la maison, souvent aux enfants? Il faut toujours dire merci. Merci. Yeah. Merci n'a pas de prix. Ils le disent il à est symbolique. Il est symbolique, il n'a pas de prix. Je leur dis, quel que soit ce qu'on vous donne, ce qu'on vous offre, il faut toujours dire bonjour, merci et au revoir. Pour moi, c'est des mots magiques qui reflètent en fait l'éducation de base d'une personne. Donc, on aime beaucoup dire merci. 2 de vos défauts et 2 de vos qualités. La fameuse question qui fait rire les gens. Alors là, je vais commencer par les défauts. C'est très difficile, hein, Aïcha, ça c'est vraiment d'école. Il fallait me prévenir à l'avance. Sauf qu'avec le confessionnal, on ne prévient pas à l'avance. D'accord, je vais me prêter au jeu, il n'y a pas de souci, je vais me prêter au jeu. Je pensais qu'on parlait de Wim et de moi en tant que professionnelle, mais il n'y a pas de souci, je suis les règles. Alors, un défaut que je puisse avoir, c'est que je peux être une personne stressante. Une personne très stressante parce que je suis celle qui planifie tout à l'avance, très organisée, très méticuleuse dans ma façon d'être et au travail et à la maison. Oui. Alors, ouais, je suis capable de stresser mes équipes pour arriver à nos fins. Je leur montre toujours qu'ils sont capables de le faire en un temps record. Donc, je mets assez de pression. Donc, c'est sûr que moi, si je le prends comme une qualité, mais pour eux, ça doit être un défaut. Et à la maison aussi, maman met beaucoup la pression. Allez vous laver, allez prendre une douche. Je veux toujours qu'on soit dans le temps. Et mes enfants sont très, très nonchalants. Alors, c'est un clash tout le temps qu'on a. Donc, c'est sûr que quand ils grandiront, ils diront que leur maman est stressante. Donc, ça, c'est un de mes défauts. Je peux aller sur les qualités? D'accord. OK. Une qualité de moi, c'est que je suis pleine d'empathie. Je suis pleine d'empathie parce que je fonctionne avec le cœur. Et je suis celle qui comprend, qui me met toujours à la place des autres. J'ai compris que c'est extrêmement important. Je l'ai développé. J'étais prédestinée, mais je l'ai beaucoup développé ces dernières années, surtout à la sortie d'une formation en leadership que j'ai eue pendant 9 mois. J'ai compris qu'il fallait développer beaucoup d'empathie parce que lorsqu'on se met à la place des autres, on comprend. Ça ne veut pas dire qu'on accepte forcément, mais on essaye de comprendre les autres, de se mettre dans leur et de ne pas juger. Et de ne pas juger. Donc, c'est extrêmement important. Et quand c'est comme ça, on est beaucoup plus tolérant. C'est ça. Et on arrive à avoir un environnement sain et juste. Donc, pour moi, c'est un élément. C'est-à-dire les compétences, nous les avons. Oui. C'est ce qui fait la différence pour moi entre un manager et un leader. Le manager, il est beaucoup plus focus sur le travail. C'est le travail. Il n'a pas d'état d'âme forcément. Non. Alors que le leader, c'est celui qui allie en fait la compétence à l'épanouissement de l'équipe. C'est ça. Donc, c'est important de croiser les deux. En tant que leader, au-delà des compétences techniques, il faut cultiver l'empathie et bien d'autres qualités qui sont importantes aussi. Donc, empathique, disons naturellement altruiste, hein, appartenant quand même à la WIM. Merci. Ouais. Et bon, c'est pas pour autant votre deuxième qualité, hein. Vous dites votre deuxième qualité. C'est pas pour autant ça. D'accord. Alors, la deuxième qualité que j'aime, c'est vraiment la confiance en soi. Je suis une personne, je me fais confiance d'abord. Et quand je me fais confiance, je peux livrer, je peux faire des miracles. Mais lorsque je ne me sens pas dans cet état d'esprit, je panique, je stresse. Et ça a été aussi... Peut-être que si je regarde, disons, 15 ans en arrière, j'avais pas développé la confiance en soi, vraiment. Je pouvais connaître, mais ne pas avoir cette confiance. J'avais peur du public. J'avais peur de m'exprimer. Et j'ai eu la malchance, dès le début de ma carrière, d'être exposée aux gens, à faire
des sensibilisations, des formations, des comités de pilotage départementaux, etc. Et du coup, j'ai eu à travailler la confiance en soi. Et c'est extrêmement important parce que quel que soit votre savoir, si vous n'avez pas cette confiance, vous avez du mal, en fait, à le véhiculer, oui. à passer le message et à impacter les autres. Donc, pour moi, c'est une qualité indéniable d'avoir confiance en soi. Ça, c'est bien. Votre plat préféré? Alors, mon plat préféré, ça va être beaucoup plus facile parce que, voilà. J'aime beaucoup le ndapa. Je ne connais pas le nom en français. C'est ça, c'est le ndapa, parce qu'ils n'ont pas ça en français, donc oui, c'est le nom. Le ndapa avec le lait caillé. J'adore, j'en raffole, j'en mange tout le temps. Tout le temps. Je le prends en dessert, je le prends en repas principal. Il est trop bon. Hein. Moi aussi, je le préfère très par rapport au lakiri. Moi, le lakiri, c'est le cadet de mes soucis. Honnêtement, quand je vais dans les cérémonies, les gens se battent pour le lakiri. Moi, je suis au coin du dapa. Donc, Et moi, le goût sucré-salé que ça fait là, moi, j'aime trop. Avec la courge. Oh, exactement, à l'intérieur. C'est trop bon. C'est la cerise sur le gâteau. C'est ça. Yeah. C'est quoi votre plus grande peur aujourd'hui? Alors, ma plus grande peur... Vous voyez qu'ici, quand c'est chaud, après c'est froid. C'est chaud, c'est froid. On suit la cadence. Ma plus grande peur aujourd'hui, c'est de décevoir. C'est de décevoir les gens. Ma plus grande peur, c'est de perdre la foi. C'est de perdre la foi. Pour moi, tant que j'ai la foi, j'arrive à tout supporter dans la vie. Que ce soit des moments heureux ou malheureux, je rends grâce à Dieu et j'avance. Sans la foi, je ne sais pas ce que je serais. Pour moi, c'est ma plus grande peur. Et j'espère continuer à garder cette surtout, foi. On espère ne pas perdre quand même la foi, hein, parce que, disons, c'est le centre de... Tout à fait, de l'humanité. Vous avez visité combien de pays jusque-là? Alors, j'ai jamais fait cette liste. Je ne saurais vous dire le nombre total à date, mais je peux peut-être citer de mémoire. Là, je puise dans ma mémoire. Alors, en Afrique, déjà, il y a le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud. Et puis, en Europe, j'ai été en France et au Luxembourg. Au Moyen-Orient, j'ai été aux Émirats arabes unis. Et tout récemment, en Asie du Sud-Est, j'ai été en Malaisie et comment on appelle ça, et à Singapour. Mais j'ai aussi oublié un pays sur le continent américain qui est le Canada, voilà, que j'ai visité en 2023 dans le cadre d'une mission boulot. Donc voilà, je pense que j'ai au moins 10, hein? Et oui. Je pense un peu plus. Un peu plus que ça, mais c'est ce que vous retenez. Un peu plus. Et quel pays vous voulez visiter encore? Alors là, moi, j'aime beaucoup les pays de l'Asie. J'adore les pays de l'Asie et aussi l'Afrique. Ma prochaine destination serait probablement la Tanzanie. La Tanzanie, Zanzibar. Zanzibar. J'aimerais, je veux visiter cette réserve. Et puis... en Asie, j'aimerais bien visiter la Thaïlande. La Thaïlande, oui. La Thaïlande, ça fait partie de mes plans. Et aussi en Chine. Mais en Chine, ça sera plus allié au business. Au business, oui. En tout cas, c'est la plaque tournante. Voilà. Et donc, du business dans le monde. On ne peut pas faire de simples vacances en Chine. Non. Il faut profiter voilà, pour gérer son business perso aussi de côté. Donc, c'est un peu ça mes plans. Mais là, vous les avez dévoilés. Hein. C'était un secret. Non, sur ce plateau, il n'y a pas de secret. Et ils vont suivre. Hein. Je ferai en sorte qu'ils suivent. Aïcha, là, vous saurez que votre maman part à Zanzibar. S'ils m'entendent, ça va être une chanson en boucle jusqu'aux prochaines vacances. Je te promets que je n'en... Et est-ce qu'ils vont vouloir vous suivre?
Ils adorent voyager. Ah, voilà. Donc, Ils adorent voyager. Chaque année, on sort, on a un voyage avec les enfants et un voyage en couple. Donc, c'est notre façon d'équilibrer notre train de vie. Après avoir travaillé plusieurs mois, on se dédie un petit temps à deux dans l'année et un temps pendant les vacances avec nos enfants. Mais une chose, pour moi, vous n'avez pas posé la question, mais c'est extrêmement important. Au-delà de l'international, j'aime beaucoup visiter le national. La Guinée, l'intérieur du pays. C'est un très beau pays. On a un pays magnifique, un paysage pittoresque. En 3 mois, j'ai été 3 fois au Fouta, Labé, Mamou, Dalaba et Pita, parce que tout simplement, j'ai été la première fois, j'ai aimé. La deuxième fois, pendant les congés de Pâques des enfants, on est parti faire une semaine à Dalaba. Et les enfants ont adoré partir à la ferme, aller au sommet des montagnes. On a fait les chutes de Ditine. C'était vraiment un voyage découverte. Exactement. Et les enfants nous disaient, mais maman, pourquoi on ne reste pas ici? Je lui ai dit, oui, on met ça en prière. On espère, vu qu'ils sont de Dalaba, on va dire à papa de nous aider. Donc, j'aime beaucoup visiter la Guinée. Et les enfants, c'est aussi un autre objectif qu'on s'est fixé pendant les vacances, de choisir une région chaque année et d'y aller ne serait-ce qu'1 à 2 semaines pendant les vacances avec les enfants. Ouais. En tout cas, c'est très bien, votre routine. Yeah. Ouais. On essaye d'équilibrer, tant bien que mal. Vous regardez les séries ou les films? Avant, je regardais. Avant, je regardais, mais je reconnais que ça fait près d'une dizaine d'années que j'ai du mal à me concentrer. Vous concentrez, faute de temps ou... Faute de temps, oui, faute de temps et aussi les responsabilités parentales. C'est ça, parce que moi, j'allais vous poser la question, par exemple, quel acteur ou actrice vous reconnaissez? Acteur, est-ce que j'en ai? Il n'y a pas. Me reconnaître, non. Ou ne serait-ce qu'au moins qu'une personnalité, une grande dame que vous avez longtemps admirée, longtemps regardée, remarquée. J'apprécie de loin Michelle Obama, de loin. Pour moi, elle incarne un leadership extraordinaire. Donc, elle, je la suis beaucoup auprès d'autres comme Oprah et bien d'autres célébrités. Mais moi, généralement, bon, je peux vous décevoir, hein, mais moi, mes champions sont plus au niveau local. Parce qu'on partage en fait le même environnement, les mêmes réalités. Alors, moi, mon repère, je le dis et je le répète déjà encore. que vous ne décevez pas, parce que c'est une fierté de dire que je ne vois pas loin. Ce que je vois, c'est sous mon pied. Exactement. Là. Exactement. Donc, c'est un peu qu'être une fierté. Ça. On a beaucoup de fiertés nationales qui peuvent être célébrées. On a toujours tendance à mettre en avant les célébrités des autres pays, mais il est temps pour nous de mettre en avant les nôtres. On a des femmes brillantes, on a des femmes de repères, de référence, en fait, qui sont des championnes dans leur domaine. Et c'est important de mettre lumière sur elles. Exactement. Mais ça ne peut se faire qu'avec une forte communication et une volonté nationale. Nous sommes donc à la fin de ce confessionnal. J'espère qu'on ne vous a pas trop... Ah, vous dites, ah oui, parce que vous... Ouf de soulagement. Ouf de soulagement, d'accord. Regardez la caméra et dites à tous nos téléspectateurs, auditeurs, auditrices, si vous avez été sincère avec nous dans ce confessionnal. Oh, je ne savais pas que j'étais au tribunal. Je jure. Je jure d'avoir dit la vérité. Et rien que la vérité. Et rien que la vérité. Tout ce qui est lié à la vérité. Tout. Donc, Madame Salimatou Diallo est la vérité. Hein? Ouais. Alors, chers tous, nous avons donc fini avec la deuxième phase de ce grand entretien. Cap sur la phase finale tout à l'heure après le générique. Nous sommes donc dans la phase finale, phase de mots de la fin, de conseil. Notre invitée du jour, Madame Salimatou Diallo, c'est quoi votre mot de la fin aujourd'hui? Alors, le mot de la fin, le conseil que je peux donner aux téléspectateurs, aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui nous suivent en direct, c'est
c'est d'avoir un rêve. Il faut rêver pour se donner les moyens d'y arriver. C'est ça. Il faut être déterminé et il faut beaucoup apprendre. Il faut apprendre à se construire et ça ne se fait seulement qu'à travers la formation continue. On ne cesse jamais d'apprendre. Je le dis toujours, ce n'est pas parce qu'on quitte les bancs qu'on arrête d'apprendre. On ne cesse jamais d'apprendre. Donc, si je peux le résumer, avoir son rêve, se donner les moyens d'y arriver, étudier, se former en continu et être droite dans ses bottes, en fait, pour atteindre... et aussi s'attendre à avoir des obstacles. Toujours, hein? Toujours, il n'y a pas un plan parfait. Il faut toujours se préparer à ces éventualités. C'est ça. Mais le plus important, c'est de savoir en sortir gagnante. C'est ça. Donc, c'est extrêmement important aux jeunes filles qui nous suivent. Et aussi qu'elle n'est pas... Il y a beaucoup de mythes autour du secteur minier parce que, voilà, on se dit c'est les hommes. Mais j'aimerais bien qu'elles voient des modèles féminins comme nous et qu'elles se disent que c'est possible d'intégrer. C'est un monde qui est ouvert à tout le monde. Donc, il faut déconstruire, en fait, ce mythe et oser se former dans les filières techniques. Parce que très souvent, dans les filières techniques, on ne voit que des hommes. Les femmes ne s'orientent pas. Donc, je les encourage à s'orienter dans les métiers d'avenir de leur pays. Quand on étudie, qu'on puisse s'orienter dans les métiers d'avenir, qu'elles n'aient pas peur et qu'elles puissent développer cette confiance pour y arriver. J'aime bien cette citation de Nelson Mandela pour clôturer en fait cet entretien, qui dit que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Pour moi, tout passe par l'éducation. J'en parle, j'insiste. C'est vrai que l'impact, il est durable. C'est au bout de 20 ans, 25 ans qu'un pays va réellement voir l'impact de ses premières actions collectives dans l'éducation. Mais pour moi, c'est indispensable de former en fait le capital humain pour préparer l'avenir du pays. On peut être un pays sans ressources naturelles, sans ressources minières, et avoir un capital humain comme étant un facteur, comme étant la richesse du pays. On va se développer. Et vous pouvez avoir toutes les ressources du monde. Si vous n'avez pas le bon capital humain, ces richesses ne serviront pas à grand-chose. Ça va être au profit des investisseurs étrangers. Donc, l'éducation, pour moi, est la clé d'un développement inclusif futur. L'éducation, la formation porte accent là-dessus. C'était donc la fin de ce grand entretien. Nous allons aller avec l'info de chez toi.